Vient le jour J, on lance le produit, on envoie un email personnalisé à chacune de ces 100 mamans, et puis là, zéro achat. Zéro, quoi. C'est pas un, c'est pas deux, c'est juste zéro, quoi. Oh. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une étude de marché, on peut poser beaucoup de questions pour comprendre le comportement d'un consommateur, mais on ne peut pas poser des questions au consommateur sur quelque chose qui va être disruptif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la 3e saison du Brand Podcast et à l'heure où vous m'écoutez, nous sommes actuellement le 6 septembre. Pour toutes les personnes qui découvriraient le Brand Podcast suite à cet épisode, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, vous CMO, CEO, tout simplement curieux du marketing, à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Pour les anciens du Brand Podcast qui ont écouté les 2 premières saisons, vous aurez remarqué que la tagline a légèrement changé et c'est normal parce que en cette 3e saison, j'aimerais tourner le podcast un peu plus vers les humains, les marketeurs qui sont derrière toutes ces marques. Et c'est pour cette raison que on va retourner la structure du podcast et aujourd'hui parler plutôt 30 minutes du parcours de Nicolas qui va se présenter d'ici quelques minutes. Puis on reviendra avec le focus brand sur iAdvice par la suite. Sans plus tarder, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Eddy, ravi d'être là. Je suis moi actuellement le Chief Marketing Officer d'iAdvice. J'ai aujourd'hui environ 15 ans d'expérience dans l'international et l'entrepreneuriat. Je reviens tout juste des US, là j'étais pendant 4 ans à Boston. Je viens juste de revenir en France, toujours chez iAdvice. Bon du coup on va commencer un peu par le début, c'est-à-dire ton parcours scolaire. J'ai vu sur ton LinkedIn que tu es diplômé de Centrale Paris, enfin Centrale Supélec selon comment on veut l'appeler, avec une spécialisation en énergie. Toutefois, sur ton CV, je vois pas d'expérience en tant qu'ingénieur en tant que tel. T'as fait du marketing chez EDF, t'as fait de la finance chez la Société Générale. Et du coup, moi, j'avais envie de te demander d'où te vient cette envie de faire du business alors que t'es issu d'une des meilleures écoles d'ingénieurs du pays. Je crois que c'est un peu une spécificité française, ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui vont pas faire un métier d'ingénieur proprement dit derrière. C'est vrai qu'une des forces de nos écoles d'ingénieurs, c'est qu'on nous apprend on nous donne une façon de penser, de structurer, de réfléchir. Et c'est ensuite une méthode qu'on peut appliquer à beaucoup d'autres domaines. Mais c'est vrai que je suis rentré dans cette filière ingénieur avec la volonté de faire du business et avec même une volonté à plus long terme de compléter ma formation à terme par un MBA. Ce que je suis allé faire en 2013 à Singapour à l'INSEAD. Et c'est vrai que cette formation ingénieur complétée par une formation plus business, pour le coup, là, les deux ensemble, ça fonctionne très bien, quoi. Ok, ça marche. Tu me le disais en préparation, l'un des drivers de ton parcours, ça a été pas mal la dimension entrepreneuriale. Et c'est vrai que en sortie de tes études, t'as co-créé Syntheo, que t'as revendu au groupe OneNet 5 ans après. Est-ce que tu pourrais nous présenter vite fait qu'est-ce que c'était Syntheo pour toutes les personnes qui connaissaient pas? Et surtout, tu pourrais nous expliquer, après la revente de cette entreprise, pourquoi tu as décidé justement de compléter ta formation avec ce MBA, comme tu le disais, à Singapour, sachant que finalement, tu avais déjà fait 5 années d'entrepreneuriat dans le dur et qu'on pourrait se dire que tu avais déjà plus ou moins toutes les compétences sur la partie business. Ouais, j'ai commencé par la genèse de Syntheo, qui était mon premier projet bébé entrepreneurial. En gros, j'ai fait mon parcours scolaire, comme tout le monde, que j'ai trouvé très embêtant. C'est-à-dire que j'ai trouvé être assis sur les bancs de l'école à écouter un professeur parler, ça n'a jamais été source d'excitation pour moi. Et puis, donc voilà, je fais tout le parcours, j'arrive en école, et en école, on a la possibilité de faire une année de césure, chose que j'ai faite. Donc c'est là que j'ai eu l'occasion de travailler d'abord chez EDF notamment. Et c'est là que j'ai découvert la vraie vie, la vie active, que j'ai trouvé pour le coup beaucoup plus excitante que ce qui pouvait se passer là sur les bancs de l'école. Et puis le problème de l'année de césure, c'est qu'elle dure qu'1 an et ensuite il faut revenir sur les bancs de l'école. Et c'est à ce moment-là que
pour réussir à me garder occupé, j'ai décidé de créer une entreprise en parallèle de cette de ma dernière année d'études en école d'ingénieur. C'est une idée d'ailleurs qui a été inspirée par mon expérience chez EDF. J'avais vu à ce moment-là le besoin et l'opportunité qu'il y avait pour accompagner les entreprises à générer des économies d'énergie, notamment sur tout ce qui était bâtiment. Et avec 2 copains d'école, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et donc c'est une entreprise que j'ai créée pendant ma dernière année. Ça s'est bien passé. Donc une fois diplômé de mon école d'ingénieur, j'ai continué à développer cette entreprise-là pendant 5 ans. Et c'était là, pour le coup, tu me posais avant la question là de à quoi m'a servi là, tout ce que j'ai appris en école d'ingénieur. C'était quand même une activité donc de conseil, mais de conseil d'ingénierie. Donc j'ai plus ou moins utilisé certaines compétences que j'ai pu apprendre en école d'ingénieur, même si pour la grande majorité j'ai quand même dû apprendre sur le tas de manière assez autodidacte. Et Synthéo, c'était donc une entreprise qui accompagnait les acteurs de l'immobilier pour minimiser leur impact environnemental, soit en phase de construction d'un bâtiment, en phase de rénovation d'un bâtiment ou en phase d'exploitation d'un bâtiment. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vrai que le bâtiment pèse très lourd dans le bilan carbone de la France. Donc il y avait cette volonté avec une volonté un peu noble et en plus aussi une opportunité business qui était là derrière. Et la raison pour laquelle ça a bien pris, d'abord, donc ces 5 années sont très bien passées parce que Synthéo est devenu un des 3 leaders de son domaine en l'espace de 5 ans. Ce qui fait que ça a fonctionné, c'est qu'un bâtiment qui est vert, bon, ça veut dire avec un label HQE, BBC ou autre, à l'époque, ça valait typiquement 10% en plus qu'un bâtiment qui n'est pas vert. Et quand on regarde la valeur d'un bâtiment, un bâtiment, ça peut valoir plusieurs centaines de millions d'euros. Tu rajoutes 10% à ça, on parle de beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un incentive assez fort pour les marques pour les acteurs de l'immobilier qui veulent aller dans cette direction-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était 3 copains, on sortait d'école, on avait 3 poils au menton, on savait absolument rien de ce qui avait lieu aux économies d'énergie, mais personne d'autre sur le marché s'y connaissait pas. En fait, on est arrivé pile au bon moment, au moment où la vague prenait. Donc c'est un peu cette notion de time to market qui est fondamentale pour faire réussir une marque. Et on est arrivé à un moment donné où il y avait un réel besoin. On a fait une première mission gratuitement, c'était sur un hôtel à Bougival, je me rappelle encore. Sur les toits, à regarder comment fonctionnaient tous les systèmes d'éclairage, d'air conditionné, etc. Puis on a fait une deuxième mission gratuite et à ce moment-là, plus on faisait comme ça des audits de bâtiments et plus on gagnait en expertise. Et puis la troisième mission, on a commencé à la facturer et assez rapidement, on s'est retrouvé parmi comme étant les plus connaisseurs sur le sujet en France. Je crois qu'aussi nos clients apportaient la fraîcheur qu'on pouvait apporter. Parce qu'on était encore 3 jeunes de 25 ans. Ça faisait du bien à ces équipes qui étaient un peu plus traditionnelles. Et donc, on a développé cette activité pendant 5 ans et jusqu'à ce que ça devienne un cabinet d'environ 50 consultants. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a vendu à Honnête. Et cette entreprise, Synthéo, d'ailleurs, existe encore et est toujours partie du groupe Honnête. Ok, ça marche. Et donc du coup, suite à ça, avant que je continue sur mes questions, il y en a une qui me vient en tête. Vous aviez levé des fonds pour ce cabinet ou pas du tout? Pas du tout. C'est vrai que c'est la spécificité là de ce modèle, c'est qu'on était sur du pur conseil du service. Et donc, hormis nos salaires et les salaires des équipes, on n'a pas besoin de fonds, à la différence de ce qui peut exister dans la tech, où en général, le modèle, c'est qu'il faut lever des fonds pour injecter ça et générer de la croissance. Ok, ça marche. Donc, du coup, vous avez capitalisé sur vos premières missions gratuites pour créer l'expertise, entre guillemets, sachant que l'expertise n'était pas disponible sur le marché à ce moment-là. Et du coup, pas besoin de lever, c'était en full bootstrap. Parfaitement clair. Vous revendez du coup Synthéo au groupe Honnête et là du coup tu décides d'entreprendre un MBA à l'INSEAD. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu retiens de cette formation, parce que finalement on pourrait se dire que quand on sort d'une très bonne formation initiale, voilà, t'as fait une très bonne école d'ingénieur, etc. et que même si on n'a pas l'expertise business, on fait 5 ans où la boîte devient un des leaders et on la revend. Finalement, l'INSEAD, le nom est très beau, la brand equity est importante, mais on peut se dire que tout ce qui est dans le programme, tu le connais déjà. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas chercher à l'INSEAD? Qu'est-ce que tu retiens de cette formation? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Je crois qu'il y a 2 éléments. Enfin, d'abord, c'était à titre personnel, c'était l'occasion un peu de prendre un peu de perspective, de
je sortais de 5 années très intenses là autour de Saint-Théo. Il fallait que je fasse un peu le point. J'ai passé une grande partie de ma jeunesse à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre. Je ressortais de pas mal d'années en France. C'était l'occasion aussi de reprendre un bol d'air international. Mais au-delà de faire le point, de réfléchir sur la suite, c'était l'occasion, ce que je suis venu chercher à l'INSEAD et que j'ai obtenu, c'est d'abord des compétences business que je n'avais pas nécessairement. Encore une fois, les écoles d'ingénieurs, on nous apprend des compétences d'ingénieurs, on va pas nous apprendre du marketing, on va pas nous apprendre de la stratégie, on va pas nous apprendre de la comptabilité ou ce genre d'éléments. Et deuxièmement, je cherchais aussi à côtoyer des personnes qui avaient des perspectives très différentes de la mienne. C'est vrai que ces MBA ont la caractéristique d'être très internationaux. Je me suis retrouvé avec 40 nationalités différentes. Je me suis retrouvé avec des personnes qui, avant, dans une autre vie, avaient été avocats ou encore il y avait des soldats, il y avait des personnes des gens qui avaient eu des vies très différentes de la mienne. Or, moi, je sortais justement de mon cabinet de Saint-Théo. On était 50, quasiment que des ingénieurs. Donc c'est assez facile de travailler avec des gens qui sont exactement comme nous. Mais je cherchais justement à ouvrir mes chakras en interagissant avec des personnes qui avaient une perspective sur le monde différente de la mienne. Et ça m'a permis justement, par la suite, ça m'a appris à travailler avec ces personnes qui étaient très différentes de moi et à m'enrichir justement de ces perspectives qui ne sont pas les miennes. Ok, donc il y avait une première valeur un peu autour du networking aussi finalement. Je pense qu'il y a une seconde valeur autour du rythme, parce que c'est vrai que t'as évoqué le fait que c'était intense et effectivement quand on fait une croissance aussi importante en 5 ans, ça prend beaucoup et puis on n'a pas trop le temps de réfléchir au parcours. Et puis toutes les compétences autour du business, mais de manière un peu plus concrète. Ok, donc c'est à peu près les 3 éléments. Après cela, tu as de nouveau décidé d'entreprendre en créant Box Upon a Time, un service d'achat personnalisé de vêtements pour enfants, pour les parents très occupés. Mais en fait, le truc qui m'intrigue avec ça, c'est que ce service-là, tu le lances à Londres. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te pousse déjà de nouveau à créer une entreprise, et puis surtout à la faire, non pas en France, mais dans un autre marché, quand on sait que globalement, pour l'instant, la France te sourit assez bien, que ce soit dans tes études, dans les entreprises que tu entreprends, etc. T'aurais clairement pu t'arrêter là et, par exemple, je sais pas, devenir professeur, maintenant avec l'expertise que t'avais, intervenant, ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience? Ouais, d'abord, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un virus. Une fois qu'on y goûte, c'est tellement stimulant, épanouissant que c'est difficile de revenir de repartir dans une autre voie. En tout cas, dans mon cas, c'est quelque chose qui me convenait tout particulièrement. Je continue encore aujourd'hui à rester vraiment passionné sur tout ce qui est trait à l'entrepreneuriat au sens large. Ensuite, quand je suis rentré à l'INSEAD, j'avais déjà cet objectif de créer une nouvelle entreprise. Et donc, en arrivant là-bas, au-delà des éléments dont on a parlé juste avant, j'avais aussi comme mission de me trouver un nouvel associé, de trouver une nouvelle idée, de profiter un peu aussi de toutes ces ressources pour me construire un business plan et une stratégie go-to-market qui permettrait d'optimiser mes chances. Et donc, ça s'est passé comme prévu, j'ai trouvé mon associé, j'ai trouvé l'idée et j'ai passé toute l'année justement à peaufiner le projet. Ce projet, on a décidé de le lancer à Londres, d'abord parce que j'avais cette envie d'international. Je ressortais là d'à peu près 8 années en France et j'avais besoin de voyager un peu. Et ensuite, comme c'était un business dans le domaine de l'e-commerce, on se disait que Londres était une bonne plateforme pour attaquer le marché européen. Et que c'était aussi une bonne base de départ pour valider le modèle. Ok, ça marche. Et donc du coup, je reviens sur ton point de base de départ, sachant que vous aviez, quand on regarde en règle générale les stratégies go-to-market des startups, je dirais en France, une des cibles les plus faciles en général, quand on veut pas attaquer Londres, parce que Londres c'est vrai que c'est un peu compétitif comme les US, c'est l'Allemagne. Vous y avez pas pensé à ce moment-là, où il y avait vraiment une envie aussi de retourner sur quelque chose de plus anglo-saxon, ce genre de choses? Il y a quand même la barrière de la langue. Pas parler allemand, j'imagine que c'est quand même un frein pour l'Allemagne. Mais moi, j'ai quand même entendu des retours comme quoi
si on n'est pas des Allemands natifs, c'est quand même compliqué d'avoir un business qui réussit en Allemagne. J'ai pu le voir en tout cas là chez Advice. Je sais qu'en parlant d'autres boîtes dans le B2B, l'Allemagne reste un marché quand même assez spécifique. Si on vient pas de l'Allemagne, c'est pas évident de réussir. Attention aux vérités, aux généralités, hein. Mais voilà. En revanche, là où tu as raison, c'est que il y avait des avantages à Londres, mais il y avait aussi des inconvénients. Ça reste un marché excessivement compétitif parce que c'est une sorte de plateforme de rencontre. D'une part, de toutes les boîtes européennes qui veulent attaquer les US, ils ont tendance à dire on va commencer par le UK, c'est une bonne façon de valider une bonne première étape. Et aussi toutes les boîtes américaines qui veulent venir en Europe commencent aussi par le UK. Et donc, vous savez, il y a beaucoup de boîtes qui sont là-bas pour un nombre de consommateurs qui n'est pas non plus énorme, ce qui fait que les coûts d'acquisition au UK sont très importants. Alors, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, hein, la donne a changé, il y a eu le Covid, il y a eu le Brexit, mais à l'époque, je me rappelle que notamment quand on regardait là pour des mêmes mots les coûts d'acquisition sur Google par exemple, entre la France et le UK, il y avait un rapport quasiment de 1 à 4. Et donc ça veut dire que potentiellement ça coûte 4 fois plus cher d'aller chercher un client au UK qu'en France. Donc ça pour le coup c'est une vraie problématique. Je vois aussi que dans ton parcours tu as eu une courte phase en tant qu'investisseur chez Angel Cube, je sais pas comment on le prononce. Et de ce fait toi tu as pu aussi te retrouver de l'autre côté de la barrière. Moi j'aimerais bien avoir ton avis sur ce point-là. Dans le marketing des startups que tu as pu observer, qu'est-ce qui faisait la différence entre des startups dans lesquelles vous choisissiez d'investir ou pas? D'abord, cette expérience-là dans un fonds VC, c'est donc l'expérience de Box Upon a Time à Londres n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que j'ai fermé Box Upon a Time après 2 ans. Il y a 2-3 erreurs qu'on a commises, qu'on aurait pu éviter. Mais bon, c'est facile de refaire l'histoire après coup. Mais quand même, là, ça peut servir à certains membres de l'audience. On a fait 2 erreurs principalement. La première, c'est dans l'étude de marché. On a validé, donc c'était, je l'ai décrit, mais je le répète, c'était un concept de personal shopper en ligne pour les vêtements pour enfants. Donc on s'adressait aux mamans, une sorte de système de box avec un abonnement mensuel ou trimestriel, et ça leur permettait de recevoir sur une fréquence régulière une box avec une sélection personnalisée de vêtements pour leur enfant, et elles recevaient ces vêtements avec un discount de 40% par rapport à ce qu'elles auraient pu trouver en magasin. C'est une façon sympa pour elles de découvrir des nouveaux produits et de les avoir aussi à des prix très compétitifs. La première erreur qu'on a faite, c'est que on a fait toute notre étude de marché, hein, et on avait notamment sélectionné un panel de 500 mamans au UK, et avec elles, on a graduellement co-construit le produit avec elles en posant des questions, et voilà, et toutes ces 500 mamans qui s'est réduit au fur et à mesure, mais ont quand même fait partie justement de l'élaboration de notre concept. Et là, la première erreur, c'est que ces 500 mamans, on les avait obtenues à travers notre réseau, notamment à travers le réseau de l'INSEAD. Or, les élèves qui vont à l'INSEAD, ne sont pas représentatifs de la population, quoi. Notamment un certain niveau de revenus financiers. Et donc, forcément, toutes les mamans qui étaient dans le panel ne représentaient pas les mamans UK, c'était des personnes qui avaient des revenus financiers très importants, et donc voilà, ça a apporté un biais en fait dans notre étude de marché. Et la deuxième erreur qu'on a commise, c'est on a co-construit le produit, mais à la fin on termine avec un produit, et là on avait encore à peu près 100 mamans dans le panel, et on envoie au contact les 100 mamans, on leur dit voilà le produit, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Voilà, ça va vous coûter tant, voilà ce qu'il y a dedans, etc. Est-ce que sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous seriez susceptible de l'acheter? Et la grande majorité des mamans dit ouais, à fond, génial, c'est une super idée, moi je l'achèterais. Donc on se dit c'est génial quoi, le jour où on lance, ça y est, on a 100 mamans qui sont là, qui vont être un peu des ambassadeurs de la marque, qui vont lancer le bouche à oreille. Vient le jour J, on lance le produit, on envoie un email personnalisé à chacune de ces 100 mamans, et puis là, 0 achat. Zéro quoi. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est juste 0 quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une étude de marché, on peut poser beaucoup de questions pour comprendre le comportement d'un consommateur, mais on ne peut pas poser des questions au consommateur sur quelque chose qui va être disruptif, quelque chose qui va être qui est différent de ce qu'elle peut faire. La seule façon de savoir si elles vont l'acheter, c'est de dire vas-y, achète-le. Mais poser une question sur un changement radical de comportement n'a absolument aucune valeur. Donc voilà, ça c'était donc Box Upon a Time, et donc finalement on a décidé de mettre la clé sous la porte après 2 ans. Et
Et à ce moment-là, donc je pose la question de qu'est-ce que je vais faire par la suite. Et on avait levé des sous là pour Box Upon a Time. J'avais trouvé assez attirant la position confortable des investisseurs. Un peu l'investisseur qui est dans son gros fauteuil avec son chéquier et qui a un peu le droit de vie et de mort sur les autres. Ouais, c'est quand même assez sympa comme ça d'être dans cette position-là. Et donc je dis tiens, je vais essayer de l'autre côté de la barrière pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. D'abord moi, c'était très intéressant parce que c'est vrai qu'on est amené à échanger avec énormément de startups, on creuse justement différents business models, on fait des belles rencontres. Moi, ce qui m'a manqué, c'est que j'ai trouvé ça un petit peu trop superficiel. Donc, à noter que c'était un fonds sur du early stage. Dans early stage, il n'y a pas encore beaucoup de data à creuser dans la boîte pour savoir si ça fonctionne, ça fonctionne pas. Beaucoup d'intuition, beaucoup est-ce qu'il y a un fit avec les fondateurs, est-ce que quelques éléments, mais il n'y a pas non plus des semaines et des semaines de recherche qui peuvent être faites. Et donc, il y avait un côté un petit peu superficiel, et c'est vrai que j'enviais tous ces entrepreneurs où je voyais la passion et j'avais envie comme ça de me plonger moi aussi beaucoup plus en profondeur et comme ils le faisaient. Donc j'étais un peu frustré moi en tant qu'investisseur. Donc c'est ça qui m'a convaincu que j'étais plus fait pour être entrepreneur qu'investisseur. Mais sur ta question initiale qui était qu'est-ce qu'on regarde surtout sur la partie marketing en fait, parce que moi je me dis que effectivement le produit etc, ça c'est le genre de trucs qui sont quand même reliés aux fondateurs et tout, mais on peut marketer un même produit de je sais pas une dizaine de façons différentes probablement. Et du coup moi j'aimerais bien savoir, surtout maintenant avec l'expertise que t'as, vraiment voilà sur la partie marketing, qu'est-ce qui faisait la différence en fait. Il y a beaucoup d'éléments qui sont là, pas beaucoup d'éléments non, mais il y a une sorte de checklist n'importe qui peut trouver sur Google. Mais si moi je te donne mon avis sur ce qui est le plus important, ça reprend cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure sur Syntheo et qui est aussi d'actualité pour iAdvice, c'est la notion de time to market. La notion de time to market, ça concerne surtout le besoin, c'est de savoir est-ce que il y a un vrai besoin sur le marché pour ce produit-là. Et les choses évoluent. Si on prend l'exemple de Uber, par exemple, si Uber s'était lancé 5 ou 10 ans avant, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que le besoin qu'ils adressaient n'aurait pas été suffisamment mature et Uber aurait été seul sur le marché à investir des montants colossaux pour essayer de créer la demande. Un marché, une inertie colossale et une entreprise ne peut pas faire avancer un marché de manière significative par lui-même. Si Uber est arrivé trop tard, il y aurait déjà eu plein de concurrents et ça n'aurait pas fonctionné. Et ça, donc, ça vaut pour n'importe quelle boîte. C'est vraiment de réussir à comprendre est-ce que le besoin est là. Est-ce que c'est vraiment la vague du surfeur, quoi. Est-ce qu'il y a la vague qui est là? Est-ce que c'est le bon moment de prendre la vague et de surfer dessus? Ou est-ce qu'on est trop tôt et il va falloir attendre plusieurs heures avant que la vague arrive? Ou sinon la vague elle est déjà passée, on a raté, c'est tous les copains qui l'ont déjà pris. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que je considère très important pour jauger du potentiel d'une startup. Ok, donc quand tu étais investisseur, pour toi, le time to market, il était quand même beaucoup plus important que la manière dont les fondateurs ils allaient marketer le produit, quoi. Après, la façon dont ils le marketaient, ça on le regardait pas. On regardait en revanche les fondateurs. Okay. On cherche des gens qui ont la tête bien faite. Et tu sais que si quelqu'un a la tête bien faite, il va être capable de s'adapter, il va être capable d'écouter tes conseils et derrière, il sera capable de construire le plan marketing qu'il faut. Après ça, du coup, tu as fait 5 ans du coup chez iAdvice en tant que VP Innovation, ensuite CEO North America, ensuite CMO maintenant. Moi, ma question c'est en fait qu'est-ce qui t'a redonné envie d'être salarié? Parce que mine de rien, t'as été entrepreneur quasiment toute ta vie. De l'autre côté de la barrière aussi avec le côté investisseur. Et maintenant, t'as de nouveau un patron, entre guillemets, alors que t'aurais pu, pareil, je sais pas, recommencer encore une boîte. Qu'est-ce qui te donne envie de repartir encore dans cette aventure? Alors, c'est une bonne question. Donc, si on reprend l'histoire, là, j'ai fait mes 5 ans en France avec Syntheo. Là, je ressors avec un joli chèque. Je vais faire mon MBA à Singapour. Puis, je fais 2 ans de Box Upon a Time à Londres. Et Londres, c'est une ville qui coûte très cher. Vraiment très cher.
Et quand tu es entrepreneur là-bas, tu as le coût de la vie est assuré, d'autant plus que j'étais marié avec 2 enfants, donc aussi des coûts de l'école, des coûts de ton loyer, et tu gagnes quasiment 0 salaire là pendant à peu près 2 ans, t'as pas de chômage ou tout comme ça pour te financer. Et donc j'ai quand même dilapidé une bonne partie de ce que j'avais mis de côté au bout de ces 2 ans. Et à un moment donné où il y a quand même une responsabilité financière qui doit venir, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'on va payer le loyer du mois d'après, j'ai besoin de savoir comment on va payer la crèche des filles, et de toujours avoir cette incertitude sur le mois d'après, c'est pas très confortable. D'où l'idée, donc ça c'est une première raison, mais la deuxième raison aussi, c'est que il y a un peu une frustration aussi quand tu pars de zéro, c'est que t'as des moyens qui sont assez limités, t'as une supervision, tu dis ouais on va faire ça, ça va être génial, ça va ressembler à un gratte-ciel et puis ça va briller, etc. Sauf que tu commences au début et t'as pas grand-chose. Donc pour ces 2 raisons-là, j'ai voulu rejoindre une entreprise pour avoir justement un peu plus de stabilité financière, de sécurité financière, et deuxièmement d'avoir plus de moyens et de ressources pour réussir à accomplir ce que la vision que j'avais. Et là, chez Advice, ça a très bien tombé parce que c'était en gros certes salarié, mais c'était une mission intrapreneuriale. D'accord, donc tu connais ces notions d'entrepreneur et d'intrapreneur. C'est-à-dire que le fondateur d'Advice, qui est Julien, avait eu cette vision de développer un produit qui s'appelle Ibu. Pour expliquer ça, donc historiquement, Advice est dans le domaine du chat, fournit une solution qui permet aux entreprises, notamment de l'e-commerce, justement, d'engager une discussion par messaging avec les consommateurs qui viennent sur leur site. Les consommateurs viennent sur un site, te posent des questions, et s'ils n'arrivent pas à trouver les réponses à leurs questions, ils abandonnent le site. Donc c'était utiliser le chat pour réussir à driver des revenus. Et notamment dans la plateforme ça s'appelle une plateforme conversationnelle. Dans la plateforme conversationnelle d'Advice, ça permettait d'identifier les opportunités, c'est-à-dire les consommateurs qui ont envie d'acheter, mais qui risquent d'abandonner le site s'ils ne trouvent pas une réponse à leur question rapidement. Et en analysant le data, Julien s'est aperçu que environ 60% des opportunités d'engagement avec des visiteurs sur le site n'étaient pas exploitées par les marques. Donc c'est énorme, quoi. 60%, bon, c'est des opportunités de revenus qui se chiffrent en plusieurs dizaines de millions d'euros si une conversation avait lieu, mais les marques ne les traitaient pas, quoi. Et en creusant le pourquoi, en fait, c'est parce que les marques n'avaient pas les ressources pour réussir à avoir cette conversation par chat avec leurs consommateurs. Elles n'avaient pas les ressources parce que toutes leurs équipes étaient débordées, ou parce que c'est le soir et il n'y a personne, c'est le week-end il n'y a personne, ou alors souvent les questions en avant-vente, c'est des questions qui sont assez techniques et ils n'ont pas en interne les ressources avec l'expertise qu'il faut pour les accompagner. Donc Julien avait eu cette idée de développer une solution qui s'appelle Ibu. C'est une communauté d'experts produits à la demande. Donc c'est-à-dire que ça regroupe plein de passionnés dans plein de domaines différents, des passionnés de planche à voile, de course à pied, de bricolage. C'est des personnes qui partagent déjà leur passion avec leurs copains ou avec la famille, et on les a invités à rejoindre notre communauté, et en se connectant sur une application sur leur téléphone, ils partagent des conseils avec les visiteurs des marques, et ils sont rémunérés là-dessus. Donc voilà, Julien avait eu cette vision-là qu'il avait pitché auprès des investisseurs, et il avait fait un tour de table d'environ 16 millions d'euros, je crois, à l'époque, et j'ai été recruté pour exécuter cette vision-là, faire en sorte que ce soit une réalité, et accompagner le pivot de l'entreprise autour de ce nouveau produit stratégique. Ok. Donc c'est pour ça que tu rentres en tant que VP Innovation. Ouais, exactement. Et donc, sur ta question initiale de pourquoi est-ce qu'un entrepreneur rejoint une boîte, donc d'abord, là j'ai décrit la mission, c'est très intrapreneurial. En gros, j'ai été recruté, et Julien m'a dit, écoute, t'as carte blanche, hein, t'es accès à toutes les ressources de l'entreprise pour le développer. C'est vrai que j'angoissais aussi, moi, sur cette transition. J'étais attaché à la liberté que j'avais, à mon indépendance, et j'ai été frappé de la parfaite continuité entre ma vie d'avant et la vie d'après. C'est-à-dire que j'avais toujours la même autonomie, j'avais toujours ce même potentiel de création, sauf que cette fois j'avais accès à beaucoup plus de ressources pour réussir à développer la vision, et que j'avais aussi la sécurité financière dont on a parlé. Ok, t'avais de l'equity dans ton package ou pas? Et j'avais de l'equity dans mon package, donc ça pareil quoi, ça reste aussi souvent quand on est entrepreneur, un des intérêts c'est l'intéressement au capital. Et là dans le package, dans le deal que j'avais aussi un intéressement au capital. Ok, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur,
ne pas avoir d'equity, c'est aussi construire le patrimoine de quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est vrai que c'est un peu difficile à admettre. À un moment, tu as été CEO pour l'Amérique du Nord. Tu peux nous parler un peu de cette transition rapidement? Ouais, donc j'ai fait 2 ans là, chez iAdvise pour développer Ibu. Et au bout de 2 ans, iAdvise a fait un nouveau tour de table où on a levé, de souvenir, c'était 38 millions de dollars. Je ne sais plus ce que ça donne en euros, ça fait environ 32 millions en euros, pour continuer à accélérer notre développement assez naturellement, et c'était le cas pour iAdvise, mais c'est le cas aussi pour toutes ces autres boîtes en France là, qui lèvent pas mal d'argent, pour apporter un retour sur investissement sur cet argent qui investit dans l'entreprise. Il faut savoir où est-ce qu'on va trouver ces revenus additionnels, et c'est là que le marché US apparaît comme étant une prochaine étape assez naturelle. Donc j'ai été envoyé aux US pour ouvrir ce marché et ensuite coordonner toute l'activité. Et c'est devenu là le principal moteur de croissance là de l'entreprise aujourd'hui. Ah, c'est beau. Et c'était passionnant ces 4 années. C'est que ce raisonnement là d'aller aux US, il y a pas que nous qui l'avons eu. Il y a beaucoup de boîtes qui voient un peu l'énormité de la taille du marché US. Donc il y a beaucoup de boîtes sur ce marché-là. Et donc c'est un marché qui est hyper compétitif. Et comme c'est un marché qui est hyper compétitif, on est obligé d'être beaucoup plus performant dans sa stratégie, dans son exécution que ce qu'on pouvait faire en France. Et donc ça nous a forcé à nous poser des questions qu'on ne se serait jamais posées sinon, à être nettement plus performant que ce qu'on aurait pu faire autrement. Et donc ça, c'est intellectuellement très très stimulant. Et après, là où c'est très bénéfique pour le marché français, c'est que les expériences, les initiatives lancées aux US qui ont fonctionné, derrière, après, on peut les dérouler sur le marché français, et a priori, ce qui marche bien aux US va très bien marcher sur le marché français. Ok, super intéressant. Bon du coup il nous reste 10 grosses minutes pour aborder le focus brand sur iAdvise. Donc la partie sur toi en tant que CMO, je pense qu'on va rentrer dedans un peu plus ou moins maintenant. Vous êtes quand même un business SaaS, donc on se retrouve d'une tech intéressante liée à la création de conversations avec les clients. Cependant, comme tu me le disais aussi en pré-call, en France en tout cas, c'est seulement 45% des marques B2C qui sont équipées d'une solution de chat, ce qui veut dire que 55% n'en ont pas. Donc tout l'enjeu de votre marketing, ça va être autour de l'éducation de votre marché. Est-ce que tu pourrais me présenter quelques initiatives que vous avez lancées pour justement réussir à éduquer votre marché? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à l'audience sur comment est-ce que eux ils peuvent faire ce même travail mais sur leur marché respectif? Oui, absolument. Donc là, on revient encore sur cette fameuse thématique du time to market. On en a parlé déjà plusieurs reprises là dans notre échange. Et ce time to market est donc directement lié à l'éducation des marchés. Est-ce que le besoin est suffisamment mature, et ça veut dire que le marché est en train activement à la recherche de solutions pour s'équiper, ou est-ce que c'est pas le cas? Il faut un peu plus les éduquer sur l'importance du besoin et l'importance de s'équiper d'une solution. C'est vrai que ce qui est étonnant dans le domaine du chat, qui est le domaine d'iAdvise, c'est que même si c'est un canal de communication qui a été massivement adopté par tous les consommateurs, on est tous sur WhatsApp, Messenger, Apple Business Chat, etc. en permanence, comme tu l'as dit, du côté des marques, il y a un vrai train de retard. Il y a 55% aujourd'hui des marques en France, des marques B2C en France, qui ne sont même pas équipées de solutions de chat. C'est-à-dire que toi, en tant que consommateur, si tu veux échanger avec la marque, soit tu es obligé de les appeler, ou soit tu es obligé de leur envoyer un email. Ce qui, en 2021, paraît assez archaïque. Mais c'est le cas. Donc nous, notre travail en tant que business, c'est de réussir à éduquer ces 55% du marché pour expliquer pourquoi ils doivent changer, pourquoi ils doivent revoir leur façon, leur stratégie d'engagement client pour y intégrer le chat. Là, il y a quelques initiatives que je peux partager. Il y a d'abord, dans le message, il faut réussir à faire transparaître une notion de why now, pourquoi maintenant. C'est-à-dire que ces marques, ça fait des dizaines d'années qu'elles existent, ça fait des dizaines d'années qu'elles n'utilisent pas le chat. Pourquoi tout d'un coup, aujourd'hui, il faudrait qu'elles utilisent le chat? Et donc, il faut réussir à intégrer dans le message un élément qui explique qu'est-ce qui a changé. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est l'arrivée des millennials sur le marché. Donc les millennials, en gros, c'est la tranche de la population qui est aujourd'hui entre 25 et 40 ans. Et les millennials, aujourd'hui, utilisent massivement le messaging, notamment quand ils interagissent avec les marques. C'est-à-dire qu'il y a une stat qui montre que 83% d'entre eux interagissent avec les marques par messaging, tandis que la génération d'avant, c'est les Gen
X et les boomers, eux, ils sont que 34% à l'avoir fait. Pourquoi c'est important? Ça, c'est que avant, les marques visaient surtout les boomers et les Gen X, parce que c'est surtout eux qui avaient le pouvoir d'achat. Alors, souvent, c'est quand les gens ont environ 40 ans, c'est là que tu as un pouvoir d'achat qui est important, c'est là que les marques visent. Ces générations, les Gen X et les boomers, n'utilisaient pas le chat, ou assez peu. Donc, ça, c'est assez normal que les marques n'aient pas intégré dans leur mix d'engagement client. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les plus âgés des millennials ont 40 ans. Donc, ça veut dire que les millennials, maintenant, commencent à faire partie de la cible la plus importante pour les marques. Et donc, si les marques veulent réussir à engager justement ces millennials, ils sont obligés de revoir leur stratégie d'engagement parce que c'est par le messaging que les millennials interagissent. Donc ça, le why now, il est là, quoi. Il y a 10 ans, c'était pas important parce que les millennials étaient trop jeunes, ils n'avaient pas de pouvoir d'achat, mais aujourd'hui, les millennials ont un âge qui fait qu'ils sont une cible stratégique. Et donc, ça apporte une réponse au why now. Donc ça, c'est un exemple de réponse dans le message, plus des méthodes d'exécution pour adresser toujours ce besoin d'éduquer le marché. On a fait une deuxième initiative là qu'on a lancée en début d'année, c'est qu'on a créé un index de maturité conversationnelle. C'est-à-dire que c'est une méthodologie qui vise à faire un audit de toute la stratégie conversationnelle, c'est-à-dire la stratégie de messaging et de chat d'une marque, pour réussir à savoir quelle est la qualité de sa stratégie et sa performance au regard des attentes des millennials. Et donc, ça nous permet de quantifier ça et de leur donner un score, leur dire, aujourd'hui, votre stratégie, elle est à 45, sachant que le maximum est à 100, sachant que la moyenne du marché est environ à 58 et sachant que votre principal concurrent, il est à 85. Et donc ça leur permet justement de beaucoup plus rationaliser le sujet et de comprendre, de voir avec des chiffres qu'ils sont à la traîne par rapport à ce que fait le reste du marché. Donc ça, c'est un outil qui est fort pour aider les marques à mieux comprendre là où elles se situent et les aider à construire aussi une roadmap pour leur permettre de rattraper ce retard. Donc c'est presque un travail de consultant qu'on propose, vraiment très en amont là dans la chaîne de valeur, pour réussir à accélérer justement cette prise de conscience. Donc ça, c'est un outil. Et la dernière initiative, c'est un média digital qu'on a lancé l'année dernière, qui s'appelle Conversation, où, pareil, pour inspirer justement là, tous les décisionnaires, on mène régulièrement des interviews, pas en podcast, comme on est en train de le faire. On a retenu, nous, le format de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, la vidéo reste quand même le format de contenu le plus consommé. Donc, j'ai lu récemment qu'environ 85% du temps passé par les consommateurs en ligne est passé sur de la consommation de vidéo. La vidéo, c'est quand même le format par excellence aujourd'hui là de contenu. Et donc, on fait des interviews assez courts d'exécutifs de différentes boîtes, par exemple le CEO, le CMO d'une certaine boîte. Et cette personne-là va partager justement quelle est la stratégie qu'elle a mise en place pour sa transformation digitale, pour mettre en place une stratégie de chat ou autre. Et ça, ensuite, on va diffuser tous ces interviews comme ça sur les médias sociaux ou dans à travers nos campagnes pour inspirer le reste du marché et créer une sorte d'engouement, quoi. Ok, ça marche. Du coup, si je devais résumer, sur la partie plus média digital, vous utilisez beaucoup le storytelling pour faire passer des émotions, votre message, et aussi utiliser les leaders d'opinion pour crédibiliser votre message. L'index de maturité conversationnelle, ça vous sert aussi plus en point de contact. J'ai vu que si j'essaye, par exemple, d'avoir un audit, vous me demandez mes coordonnées, etc. Donc, c'est vrai que ça vient s'ajouter à la qualité de votre expérience utilisateur. Puis, tu m'as aussi parlé du Why Now, qui vient aussi en position un peu plus conseil vis-à-vis de leur expertise, donc c'est assez intéressant. Sur les 5 dernières minutes qui va nous rester, on va passer au Fast and Curious version Brand. Fast and Curious, c'est le concept de combiner version Brand, le concept du Brand Podcast. Tu as 2 propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Nicolas, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Si tu devais travailler jusqu'à la fin de ta vie dans une seule ville, ce serait Boston ou Londres? Ce serait Londres. Si iAdvice était une voix humaine, elle serait plutôt aiguë ou grave? Grave. Les sujets marketing sur lesquels tu préfères travailler sont plutôt top funnel ou bottom funnel? Top funnel. Pour finir, Nicolas, quelle est ta question pour moi? On a beaucoup parlé là d'expérience digitale là, pendant cette interview, de l'importance d'une marque justement pour aussi à créer de la fidélisation là, chez les clients. Si je te demande de me citer une expérience de marque qui t'a frappé et qui est justement mémorable, à quelle expérience tu penses? Je pense à Ornicar, parce que je suis en plein dedans là, actuellement. En fait, le permis, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours un peu mis de côté. Et juste au moment de commencer mon stage, c'est-à-dire il y a
plus de 3 mois, je me suis dit que j'allais passer le code et du coup assez logiquement, et ça je pense que c'est aussi grâce à la force de leur marque puisqu'ils ont quand même investi beaucoup en campagne TV, social ads, etc. J'ai pensé à Ornicar, donc je me suis inscrit, j'ai payé 30 €, j'ai fait le code dans le train pendant que j'allais au travail, et du coup j'étais frappé de à quel point en fait tout s'imbribe assez rapidement. C'est-à-dire que tout est à l'intérieur de l'application, il n'y a aucun papier qui se perd, on est assez guidé. Si on rate par exemple le code dans la même journée, on peut avoir une session. Bon, moi je l'ai pas raté, donc du coup j'ai pas pu, mais j'ai dû parler avec des gens qui m'ont expliqué tout ça. Et puis même là, je suis à la partie sur la conduite. Il y a des vidéos en parallèle du service, donc il y en a 42 pour complémenter les heures de conduite, etc. En tout cas, j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, j'ai fait que 5 heures de conduite avec Ornicar, mais déjà tout ce qu'ils ont proposé en termes d'expérience utilisateur, même de design et d'ergonomie, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, j'espère que les autres personnes qui passent le permis auront eu la même expérience que moi, mais pour l'instant, ça se passe pour le mieux. Bon bah super, ça clôture assez bien ce premier épisode de la saison 3 du Brand Podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Nicolas. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 42 minutes de podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est super important pour qu'on puisse monter dans la catégorie affaires, marketing, dans les classements. On est classé depuis la saison 1, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube si vous n'avez pas d'abonnement pour une plateforme. Brand Podcast, donc BRVND Podcast, vous trouverez tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast, même je pense peut-être même sur d'autres plateformes, Google Podcast, etc. Ça aide toujours à faire connaître le format. J'espère que ce nouveau format, un peu plus centré autour de l'humain, vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec une petite personne autour de vous. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine, lundi 8h pour un nouveau podcast. Et moi je vous dis à bientôt.